Bonsoir Claire-Lise, je suis ravie Bon, de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de l'Instant Parent organisé par le réseau Canopée de Corse. Ce soir, nous recevons Claire-Lise de Zerbe, qui est sophrologue et chargée de mission pour l'association INSEE. Claire-Lise, vous travaillez notamment pour des programmes publics en lien avec la réussite éducative et l'insertion socio-professionnelle. Vous animez des ateliers qui favorisent le développement des compétences psychosociales. Et pour ce webinaire, Claire-Lise, vous avez choisi de nous parler de sophrologie ludique et comment cette pratique peut renforcer les liens affectifs entre parents et enfants. Donc avant de commencer, je vais juste rappeler qu'il faut bien laisser vos micros éteints et les caméras aussi. Vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire et puis s'il y en a, on pourra y répondre à la fin du webinaire. On prendra un moment pour en discuter. Je vous informe que le webinaire est enregistré et qu'il sera rediffusé sur notre chaîne YouTube Canopée de Corse. Claire-Lise, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la sophrologie ludique? alors, bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Alors, la sophrologie ludique, en fait, c'est une sophrologie qui est adaptée aux enfants. Moi, je pratique la sophrologie ludique avec des enfants âgés entre 3 et 11 ans. Et à travers, en fait, une succession progressive d'activités où sont mis en jeu notre corps et notre sensibilité. En fait, on s'amuse à découvrir les capacités qui sont mises en jeu dans ces jeux, justement, tant du point de vue psychomoteur que du point de vue affectif, c'est-à-dire au niveau des sensations, des sensibilités de l'enfant. D'accord. Voilà, Il y a l'idée, c'est des exercices qui sont vraiment dédiés à la motricité, au corps et oui, d'autres oui, oui, plus le corps, aux émotions? c'est ça. Le corps est en mouvement et on alterne les moments où on est très actif et très en mouvement, etc., et des moments plus calmes où on est plus à l'écoute, dans une écoute sensible de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Du coup, voilà, on travaille vraiment ces deux facettes de ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, du monde intérieur, en prenant conscience de notre corps et de nos émotions. En fait, de son corps et de ses émotions, l'enfant va apprendre à se situer lui-même, en fait, à habiter son corps, à ressentir ses émotions et potentiellement, du coup, à aussi poser des mots dessus. Nous, évidemment, on va l'accompagner là-dedans, dans cette recherche, dans cette introspection. Et puis, il va apprendre aussi à se situer, pas que par rapport à lui-même, il va aussi apprendre à se situer par rapport au reste du groupe, s'il y a d'autres enfants avec lui. L'idée, c'est aussi de travailler avec le parent qui l'accompagne, donc sa maman ou son papa, et de se situer aussi dans le temps, dans l'espace, et à rentrer du coup en relation avec l'autre, en fait. D'accord, donc c'est beaucoup en fait, sur, qui on est, comment on se relie et comment on interagit, avec les autres. Oui, C'est vraiment une conscience de soi et du oui, monde. oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'accompagner l'enfant dans la prise de conscience de son geste, de son corps quand il est en mouvement, et des conséquences que ça a dans la relation à l'autre, et notamment par rapport à sa maman ou son papa, et par rapport aux autres enfants. Et aussi dans un espace dédié. L'idée, c'est que suite à ces exercices, on discute et on valorise les actions qui ont été mises en jeu pendant ces activités, pendant ces jeux-là. Ça permet à l'enfant de mettre des mots sur les actions, les verbes d'action, utiliser des verbes d'action qui permettent vraiment d'incorporiser le vocable, en fait, hein, le lexique. Mmh. Et ça permet aussi à l'enfant de poser des mots sur des sensations, des émotions, qui sont pas forcément. C'est pas toujours facile en fait de poser des mots sur des émotions et des sensations. Donc à travers Donc ça, ces activités qu'il pendant y la aura dans les en ateliers, en vivant on l'expérience, en accompagne fait, les enfants à verbaliser, c'est ça? exactement, ouais. Et on part de cette expérience, en fait, de cette expérience corporelle. Mmh. Donc, c'est d'abord une situation vécue, une expérience propre et active du corps qui est conduite et proposée par moi, accompagnée aussi par le parent,
une fois qu'on a vécu cette expérience, une fois qu'on a vécu notre corps dans cette réalité, dans cette expérience-là, eh bien, on peut, dans un deuxième temps, poser et revenir sur ce qu'on a ressenti, revenir sur ce qu'on a fait et revenir sur son enfance, notamment au niveau de la mise en valeur de la réussite ou du progrès qui s'est installé, puisque les exercices ont vocation à se répéter, évidemment, d'une fois sur l'autre. D'accord. Ok. Il y a quelque chose. Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée d'un atelier type? Enfin, comment ça se déroule? Comment tu mets en place ton atelier sur une Alors, séance? l'atelier, il va varier d'une fois sur l'autre. C'est jamais le même atelier que je vais répéter, même si l'exercice, il y a une répétition dans l'entraînement, mais il y a une différence dans la proposition de l'activité, parce qu'évidemment, sinon, les enfants pourraient se lasser. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a toujours un rituel d'accueil. On se dit bonjour, on se présente. Bon, voilà, ce sont des petits jeux, en fait, qui suivent une progression depuis le moment de l'accueil et du rituel d'accueil où on se présente, où on discute autour de ce qu'on a fait dans la semaine, des choses qui nous ont marquées, avec quoi on arrive aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans les instants qui ont précédé la séance, etc. Et puis après, on joue à différents jeux, donc ça dépend des thématiques. Des fois, on utilise des supports, des objets, des fois, on utilise des petites fables, des petits livres, etc. Des fois, on utilise des cartes, des Donc, il y jeux. a aussi du matériel finalement Il qui peut y avoir accompagne des les. matériels, oui, oui. D'accord. Ça dépend vraiment des propositions que je fais dans la séance. Mhm. Et puis, voilà, comme je disais tout à l'heure, on alterne ces moments de mouvement, de jeu, souvent du coup en binôme, avec parents et enfants, et des moments de pause où finalement on réfléchit à ce qu'on vient de faire, on revient sur ce qu'on vient de faire, et on revient sur ce qu'on vient de faire à 3 niveaux, au niveau de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait très concrètement, ce que ça nous a permis de ressentir, et ce qu'on en pense, par D'accord. rapport notamment à la valorisation et à l'estime de soi Donc, qui la peut- conclusion, elle est toujours oui, une introspection et une verbalisation. ouais, ce que j'appelle une pause réflexive, c'est-à-dire on fait une pause et on revient sur ça. Et puis il y a aussi bien sûr les moments vraiment de pure relaxation où là on est allongé sur le sol et ça passe par des moments de contact corporel, de petits massages. On peut se caresser avec des plumes, avec des foulards. L'enfant caresse sa maman, la maman caresse son enfant. Ce sont des moments vraiment là pour le coup de détente, de Mhm. câlin, de relaxation en fait, mais adapté encore une fois aux enfants petits. Alors les enfants plus D'accord. grands, évidemment, Et comment, du coup, donc le parent participe complètement en fait dans ces oui, ateliers. oui, il est Il vraiment est actif. actif. Ouais, D'accord. oui, absolument. L'enfant et le parent sont vraiment un binôme qui travaille ensemble sur l'activité. Oui, tout à fait. C'est important d'accompagner l'enfant dans cette activité-là parce que déjà, il s'en amuse beaucoup, l'enfant, de voir sa maman ou son papa participer avec lui au jeu. Parce qu'il est Euh, plus dans la même posture, c'est ça? Ou parce ouais, que tout et d'un coup, il le trouve dans un environnement différent? ça le stimule aussi de voir son parent jouer, en fait. Hein, c'est stimulant de voir son parent jouer. Et puis souvent, ça inverse, comme tu dis, un peu les rôles, c'est-à-dire que ça permet aussi ça fait rire souvent l'enfant de voir le parent se mettre à mimer un animal ou prendre une posture rigolote, etc., notamment par rapport aux enjeux qui sont soulevés dans ces mouvements. Hein, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose qui est relatif à la souplesse, etc., où les enfants sont en général beaucoup plus performants que leurs parents. Et, et puis oui, c'est un moment en fait où l'enfant à ce moment-là partage vraiment un univers commun avec son parent. L'idée c'est pas que le parent soit observateur d'une situation. L'idée c'est vraiment de vivre un univers commun, un moment commun avec son enfant et à travers cette expérience commune de vivre un instant de complicité
qui crée la relation, qui l'intensifie, qui crée la confiance et qui, et qui, et qui permet aussi la valorisation en fait réciproque de chacun en fait, puisque chacun trouve dans le regard de l'autre l'idée de se valorise en fait à travers le regard de l'autre. Et au niveau un peu des objectifs de la sophrologie, c'est d'aller vers quoi? C'est Alors, il vraiment cette y a conscience du plusieurs corps dont tu as parlé au début ou cette conscience de soi? Ou bien oui, c'est plus vaste que ça finalement? oui. Alors les objectifs de la sophrologie ils sont nombreux. Enfin, là, dans la sophrologie ludique, en fait, on reste évidemment sur les mêmes objectifs que ceux de la sophrologie. Il y a vraiment l'idée déjà de développer une plus grande conscience de son corps, donc habiter son corps, avoir conscience de son corps, d'avoir conscience que notre corps nous permet de faire un tas de choses et que nous sommes ce corps. Il ne s'agit pas juste d'avoir un corps. On n'a pas un corps tel. Enfin, on a un corps, bien sûr, mais on est aussi ce corps. Et donc l'idée, c'est voilà, d'essayer de ressentir ce corps comme étant le nôtre et comme étant celui que nous habitons. Nous sommes ce corps. Et ce corps, en plus, notre corps, il a une intelligence, il a une sensibilité, il a quelque chose qui lui est propre. Et donc, c'est voilà, trouver des chemins pour essayer d'habiter notre corps un peu plus intensément, un peu plus consciemment. Euh, Ça vaut aussi pour les parents dans ces ateliers? Absolument. Est-ce qu'ils découvrent aussi, Oui. quelque chose? Alors, Est-ce qu'ils évoluent aussi, comme leurs enfants, oui. à Alors travers les ateliers? c'est peut-être encore plus un plus grand défi encore pour les parents que pour les enfants, parce que les enfants, c'est très souvent qu'en fait, ils habitent leur corps. C'est en grandissant et justement en accédant au monde du symbole et des représentations qu'on s'éloigne en fait petit à petit de le fait d'incarner un corps, notre corps. Alors que les enfants, eux, plus ils sont petits, plus ils sont dans un bain d'affectivité, de compréhension du monde qui passe par le corps. Donc, ils sont nécessairement plus favorablement dans leur corps que ne le sont leurs parents. Donc oui, ça vaut aussi pour les parents. Et le deuxième objectif, c'est aussi enfin le deuxième, il y en a. Enfin, voilà, il y en a les deux premiers, je dirais, c'est de développer aussi une plus grande conscience de sa capacité à se représenter le monde. Donc là, c'est plus au niveau du mental. Donc en imaginant des situations. Donc là, c'est plus par rapport à l'imaginaire. Donc on va travailler sur l'imaginaire, on va travailler sur marcher, par exemple, dans la salle comme si on marchait dans de la neige, comme si on marchait sur du feu. Euh, on va travailler vraiment sur l'imaginaire. On va imaginer que nous sommes un poisson et donc traverser la pièce comme si nous étions un poisson. Là, ça va vraiment voilà, nous permettre à l'enfant de stimuler en fait un esprit créatif et le monde de l'imaginaire et le relier aussi à ses organes des sens, avoir une appréhension sensible du monde euh, et permettre de développer cette conscience-là, cette conscience de sa capacité à créer de la pensée, des images, des représentations du monde. Donc, on va travailler là cette fois avec des musiques, avec des images mentales, avec des cartes, avec des couleurs. Voilà, ça va être une Donc autre. oui, les supports sont variés, que ce soit visuel, auditif, sensoriel, c'est ça? Ouais, exactement. Après, il va y avoir aussi un objectif vers les émotions, c'est-à-dire permettre aussi aux enfants de commencer à apprivoiser leurs émotions, comprendre que les sensations corporelles, elles sont en lien hein, avec nos émotions, que les émotions, bah, elles nous traversent, que les conditionnements du monde, hein, enfin les événements qui arrivent dans la journée, bah, ils favorisent des émotions qui nous traversent et d'arriver à les identifier, d'arriver parfois à les canaliser, à les mettre un petit peu de côté quand c'est pas le moment de déborder au niveau émotionnel. Voilà, ça c'est un apprentissage qu'on peut aussi dans lequel on peut commencer à s'engager, évidemment Mmh. pas progressivement, hein, mais Selon l'âge ou c'est progressivement par rapport aux séances? Donc c'est en fonction par rapport de aux la deux, par rapport aux aux 2. séances, par rapport D'accord. à l'âge, parce qu'évidemment, on ne travaille pas de la même manière.
au niveau de la gestion émotionnelle avec un enfant de 3 ans et un enfant de 11 ans. Mais voilà, donc il y a aussi cet objectif-là. Et puis, il y a un objectif aussi qui a trait à nos sources de motivation, aux valeurs qui guident nos choix, qui guident nos, nos envies, celles qui donnent du sens à notre vie. Alors là, on va travailler plus sur des relaxations guidées, sur des lectures de contes, sur des fables, des poèmes qui mettent en jeu des thématiques comme la justice, l'amitié, la coopération, la protection des animaux, des choses comme ça. Et donc, toujours en ayant en tête quand même l'idée de jouer, hein, de jouer, de prendre du plaisir à travailler autour de ces thématiques-là, eh bien, on va parler, échanger, vivre, prendre conscience de ce qui nous touche émotionnellement et peut-être de ce qui nous donne envie d'agir et de nous mobiliser pour agir en faveur de telle ou telle thématique, de tel ou tel enjeu. Donc Et on donc, vient un peu les chercher sur leurs valeurs, oui, c'est ça. On vient un peu les chercher sur. élaborer un peu la euh, pensée sur ouais. différents sujets, en fait, c'est ça? En fait, l'idée, c'est aussi de partir de cette matière vivante, du vivant qu'est notre Mmh. corps, notre mental, notre capacité d'imaginer, de créer de la pensée, pour grandir en humanité, pour grandir en trouvant du sens, en fait, au fait d'être un être humain dans un collectif humain, pour faire société, parce que c'est Mmh. ça aussi l'enjeu de notre existence, c'est de faire société, d'être heureux, bien évidemment, épanoui, bien dans notre peau, bien dans notre corps, mais aussi bien avec les autres. Et donc l'idée, bah oui, c'est une manière d'aborder, pas seulement en théorie, mais bien en pratique, la citoyenneté, le vivre ensemble, et à travers notamment la description de nos ressentis devant telle ou telle thématique, ou parfois devant même le récit de l'expérience de nos vécus. Si les enfants sont plus grands, ils peuvent aussi élaborer voilà, des idées sur ce qu'ils ont déjà vécu, sur la manière dont ils ont réagi, etc. Et les alternatives possibles, par exemple. Et sur ce type d'atelier, je sais que tu interviens aussi dans des classes. C'est différent de quand c'est avec, par enfant, et est-ce que, notamment tout ce qui est, les questions de valeurs, tout ça, c'est des choses qui sont, aussi travaillées avec les enseignants? Oui, 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 oui. Alors en plus c'est très demandé hein, par les enseignants parce que le vivre ensemble dans une classe, c'est fondamental hein, pour évidemment rentrer dans les apprentissages fondamentaux. Donc c'est vrai que ce sont des objectifs pour des enseignants que de travailler sur les questions voilà, de vivre ensemble, de citoyenneté, d'empathie, d'estime de soi aussi, qui sont des gros enjeux pour eux parce que précisément, ils ont enfin, pour ceux que je connais avec qui je travaille, ils ont parfaitement conscience du fait qu'un enfant à qui il manque, enfin, en tout cas, pour qui c'est difficile voilà, de vivre dans la classe et voilà, qui vit des moments difficiles dans la société, mini-société qu'est la classe, il pourra plus difficilement qu'un autre, évidemment, qui n'a pas ces difficultés-là, entrer dans l'apprentissage des maths, du français, de l'histoire, etc. Parce que il y aura cette problématique-là de vivre ensemble et d'estime de soi. Du Donc coup, c'est enfin, tu as ouais, parlé aussi, tu as de la partie émotion, de la partie, de un peu développement personnel de façon assez large. Qu c'est ça peut être utilisé vraiment pour des enfants, par exemple, qui seraient anxieux ou qui auraient une difficulté de gestion d'émotions. On peut obtenir des résultats pour ces enfants, ouais, pour les ouais. aider, de façon concrète? Absolument, je pense que c'est des choses qui peuvent vraiment aider. C'est des petites techniques. Alors, il y a les outils techniques qui aident quand même l'enfant, comme s'il avait une petite mallette à outils qui permettrait de trouver une solution pratique en fait à une situation de stress. Mmh. Donc il y Donc a ça, ça ils les apprennent au fur et à mesure des ateliers, oui, ils oui, il y a acquièrent vraiment des c'est outils ça. alors? Ouais, il y a des petits après des petits réflexes qui s'installent en fait hein, Mmh. dans la répétition des entraînements et puis dans le fait aussi
de parler avec eux, d'être à l'écoute de leurs difficultés et de les orienter dans des solutions. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait tout simplement que ces ateliers, au fur et à mesure, renforcent en fait l'estime de soi, renforcent la confiance en soi. Parce que dans ces ateliers, il y a quelque chose qui se joue au niveau de du renforcement de l'estime de soi, dans le sens où il y a pour une fois un endroit où en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire dans le cadre de l'atelier, il y a l'expérience du vécu qui a une valeur, de mon vécu, de comment je me ressens, de comment je me projette, et toutes les réponses sont acceptables. D'accord. Et la valorisation de la façon dont je suis, la façon dont je me reconnais, la façon dont je me projette, etc. Valoriser ça déjà dans le cadre de l'atelier, que cette parole, elle ait une valeur, qu'elle soit entendue, reconnue par mes pairs dans le cadre, par exemple, d'une classe, ou par mon père et ma mère dans le cadre des ateliers parentalité, et ben ça a de la valeur déjà. Ça a de la valeur comme source d'étayage, je dirais, au niveau de la confiance en moi, de l'estime de moi. Et donc, c'est aussi ça qui permet peut-être à l'anxiété de diminuer, au-delà des D'accord. outils très techniques qui peuvent aussi être acquis au fur et à mesure des séances. OK. Et comme tu interviens aussi donc pour différents publics, notamment, aussi parfois des publics défavorisés dans les centres sociaux et cetera, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette expérience-là et puis du bénéfice pour les personnes qui participent, aux ateliers? Est-ce que c'est enfin voilà, est-ce que tu as quelque chose à Alors, nous expliquer un peu par rapport à ça? Euh, c'est vrai que dans la sophrologie, moi, ça me tenait à cœur de la proposer dans les quartiers prioritaires de la ville parce que c'est souvent une technique qui est coûteuse et qui ne permet pas à tous voilà, de pouvoir de la vivre parce que souvent, voilà, les ateliers de sophrologie sont coûteux. Donc, c'est de le proposer dans les quartiers prioritaires, ça a permis de démocratiser un peu cette proposition d'atelier. Ça permet aussi de créer des moments de vivre ensemble entre différentes communautés. Ça permet de se rendre compte que on peut être maman de plein de cultures différentes et finalement se retrouver dans des univers communs et dans des questionnements communs et dans des appréhensions communes. Et on peut trouver des solutions communes. Donc ça crée du lien social, ça crée des moments de complicité entre différentes mamans. Et à mon sens, ça permet aussi de peut-être de prévenir des situations d'isolement, d'incertitude dans l'exercice de la fonction parentale en fait. Et de se rendre compte que voilà, on traverse, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos situations, en tant que maman, parfois des problèmes qui sont les mêmes. Oui. Et on peut, ne serait-ce qu'encore une fois, ne serait-ce qu'en étant là, présente avec d'autres, à l'écoute les unes des autres. Je parle au féminin parce qu'il y a majoritairement des mamans. J'ai compris. Déjà, rien que ça, rien que d'être entendue, reconnue, acceptée pour qui je suis, dans mes faiblesses, dans mes forces. Et que les rôles aussi changent d'une fois sur l'autre. Une fois, c'est moi qui vais parler de mon expérience et peut-être trouver, en parlant de mon expérience, permettre à l'autre de trouver une piste. Et puis la fois d'après, c'est elle qui va peut-être, en parlant de son expérience, me proposer à moi une piste, enfin à moi, ou en tout cas aux autres, mais moi aussi, pourquoi pas d'ailleurs, parce que je suis maman aussi. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'était vraiment de permettre à toutes ces mamans de se sentir valorisées. Alors, valorisées entre elles, valorisées dans le regard de leur enfant, et puis que les enfants aussi se sentent valorisés dans le regard de leur maman à ce moment-là, dans le Donc regard de leur... l'expérience pour toi est positive, C'est une expérience très belle, ouais. Il se joue aussi dans ces moments-là vraiment un espace de confiance mutuelle. Il y a quelque chose, voilà,
qui est basé sur le jeu, le rire, le contact corporel. C'est un climat aussi dans lequel s'effectuent ces ateliers, qui est un climat de confiance, de non-jugement. Et ça aussi, c'est un peu... rien que ça, c'est de la sophrologie, dans le sens où on est enfin dans un espace où il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement, il y a pas de, on n'attend rien de spécial en fait, il n'y a pas de résultat attendu. Le seul moment, D'accord. c'est de partager un moment de parentalité, de rire, de jeu, de partage d'expérience. Et, euh, et quand on ressort de là avec le sourire, avec le sentiment voilà, d'avoir partagé un moment de complicité avec d'autres mamans et avec son enfant, donc pour moi, c'est un pari qui est gagné en fait. Surtout si on a pris conscience de son corps, de ses émotions. Alors là, c'est encore mieux. Et oui, moi, je voulais revenir un peu sur, bah, qu'est-ce que tu pourrais, donner un peu comme, outil à des gens qui, justement, n'auraient pas forcément les moyens d'aller à des ateliers tout de suite ou qui seraient intéressés, mais voilà, qui n'ont pas encore l'expérience de la sophrologie? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils pourraient déjà mettre en place à la maison de façon, simple? Voilà, quelle serait un peu la posture qu'ils pourraient adopter pour aller un peu dans cette démarche? Alors, déjà, je dirais que ce qui est pas mal, c'est de se servir de ce qu'on a déjà chez soi. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de cuisiner avec votre enfant, partir d'une recette de gâteau, si vous avez l'habitude de vous masser avec votre enfant, de faire des petits massages, ou de lire des histoires, des fables ou des contes, voilà, se servir déjà de ce qui existe en fait dans votre culture familiale pour l'étendre à un moment de prise de conscience de ce que ça fait de faire cette activité-là. Et donc, à expliquer déjà, voilà, on va s'amuser ensemble, on va passer un bon moment, et puis grâce à cette activité qu'on va faire ensemble, eh ben, on va apprendre à mieux se connaître déjà l'un l'autre, et puis soi-même aussi, au niveau déjà de notre corps, de ce qui se passe dans notre corps quand on fait cette activité. Ben, par exemple, si je fais un gâteau, quand je malaxe la pâte, quand je casse un œuf, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens. Donc Euh, encourager en fait les enfants à aller un peu plus dans les mots des sensations, ouais, de c'est ça. Encourager l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent quand il fait l'action. mmh Pourquoi pas dire aussi soi ce qu'on ressent quand on fait ça. pour lui enseigner un peu le vocabulaire finalement de l'émotion et de la sensorialité? D'accord. Ça aussi pour se mettre à nu nous aussi, c'est-à-dire se mettre dans une position d'horizontalité vis-à-vis de lui, c'est-à-dire parce que l'exercice n'est pas forcément facile pour tout le monde, y compris en tant qu'adulte, hein. Non, c'est sûr. Et Non, et puis c'est pas forcément, quelque chose qu'on fait de façon spontanée finalement, donc ouais, voilà, on est souvent dans l'action et pas forcément dans le récit de cette ouais. action, donc Et le fait d'être dans le récit de l'action, ça n'a pas comme pour objectif que de développer le lexique, ça a aussi comme objectif de prendre conscience qu'on effectue un geste et qu'on le fait en pleine conscience de ce geste. C'est-à-dire, j'ai conscience de mon corps qui effectue un geste, j'ai conscience, je suis dans le moment présent à fond à ce moment-là. d'accord, donc il Et faut il y a, arriver à quitter un peu le monde de la pensée continue, on va dire, pour habiter l'instant présent et c'est pas facile. ouais, exactement. C'est aussi, du coup, ça permet de se rendre compte que bah, de ce qu'on est en train de vivre là, très concrètement au niveau bah, je fais un gâteau, si je reprends cet exemple. Mmh. J'ai des sensations corporelles, c'est bien, c'est agréable, je mets mes mains dans la pâte, etc. Mais il y a aussi des émotions plus profondes, plus intimes qui entrent en jeu. Par exemple, je peux ressentir l'amour que j'ai pour toi à ce moment-là, quand je fais ce gâteau, parce que je partage un moment de grande, de grande complicité avec toi quand je fais ça. D'ailleurs, je peux remarquer que quand je le fais, je souris en même temps que je le fais. Voilà, des choses comme ça. D'accord, Donc ça, pourquoi je vous propose ça? Parce que donc il faut je aussi pense que soi-même se connecter à ce qu'on ouais, ressent sur le moment et être, donc mm, ça demande beaucoup d'attention finalement. oui, ça demande une attention soutenue. Oui, l'attention D'accord. d'ailleurs est vraiment un acte de conscience qui est Mmh. propre à la sophrologie, hein.
Pour pratiquer la sophrologie, on est obligé d'être très attentif à ce qu'on fait. D'accord, d'accord. Du coup, on Du n'est plus coup, là dans la gesticulation, on est vraiment dans le geste intentionnel et attentif. et c'est aussi la posture que tu dois adopter au moment des ateliers, d'être, dans cette Ouais, attention? ouais, bah oui, oui. Dans l'attention de ce que les gens sont et font, Mmh. dans l'écoute de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Et du coup, je dirais même dans l'adaptation au regard de ce que je suis en train de constater. C'est pour ça que c'est très difficile en sophrologie, en sophrologie ludique, de prévoir stricto sensu, de rester fidèle stricto sensu à ces séances si on les a préparées en amont, parce que Mmh. l'idée, c'est vraiment d'être dans la matière vivante. Et donc, selon ce qu'on a prévu et selon la réponse des enfants à ce moment-là, bah, on est obligé de changer de proposition, parce que l'idée, c'est vraiment de valoriser la proposition de l'enfant ou du binôme à ce moment-là pour entrer dans sa dynamique Mmh. et valoriser ce qu'il est en train de proposer plutôt que d'aller l'orienter vers quelque chose qui n'est pas qui n'est pas en fait, son, son- son- sa proposition D'accord. et qui, du coup, le mettrait peut-être en situation d'échec. Donc, Donc il l'idée, faut arriver à suivre, ce qui est amené par les participants, par les enfants, par les voilà. parents Alors, aussi, et c'est ça. En fait, tout en gardant quand même ton fil alors? c'est ça, tout en gardant quand même un fil, un cadre, etc. En fait, c'est comme une forme de dialogue qui se joue à cet instant présent. Et donc, en parentalité, on le fait aussi d'une manière ou d'une autre. Admettons, vous avez l'intention de faire un gâteau ce soir avec votre enfant et il n'est absolument pas disposé à le faire et donc il va commencer à faire n'importe quoi et tout. Est-ce qu'il vaut mieux pas à ce moment-là lâcher l'idée de faire un gâteau et partir sur une autre activité? Enfin, voilà, c'est en ce sens que je dis des outils à proposer, c'est intéressant, mais en fait, il faut trouver quand même cette espèce de souplesse dans Finalement, la c'est plus une proposition. attitude, une Exact. démarche que vraiment des choses à faire ou des choses, Ouais, c'est ça. C'est plus en fait créer un conditionnement et une démarche et une posture mmh plutôt que de sortir une mallette à outils. Même si les outils ils sont importants aussi parce que bien sûr on travaille à partir d'une matière quand même. Donc, mais voilà, donc du coup, l'idée, moi, ce que je propose, c'est plutôt de partir de votre culture familiale, de la manière dont enfin, des activités qui vous plaisent, dans lesquelles vous avez du plaisir à être avec votre enfant, et, euh, et voilà, de se servir de ça comme support, en fait, pour entrer dans un moment qualitatif avec lui. Et passer, la porte d'entrée, c'est vraiment le corps, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait de faire ça au moment où je le fais, est-ce que je pose toute mon attention sur ce geste qu'est-ce que je mobilise, ne serait-ce que comme partie du corps pour le faire. Et après, qu'est-ce que ça me fait au niveau des émotions de faire ça maintenant, de le mh. faire ça maintenant avec toi. Et peut-être même partir après sur d'autres questionnements. Si je le faisais à d'autres moments, qu'est-ce que ça me ferait Et du coup, là, on passe sur un imaginaire, sur une projection dans le futur. Voilà, il y a plusieurs pistes après, mais l'idée, c'est d'abord, bah, évidemment, d'expliquer tout ça à l'enfant, de participer soi-même, de potentiellement ritualiser un peu tout ça, parce que si vous le faites une fois et puis que derrière vous ne le faites plus jamais, ben, ça aura pas forcément le même impact que si on le ritualise par exemple une fois par semaine, on prend le temps de faire une activité où on s'arrête vraiment sur l'attention portée à cette activité. Mmh. Et puis aussi, peut-être, euh, je dirais, faire entrer en jeu, mettre en jeu la respiration. C'est-à-dire, et pendant que je fais ça, est-ce que je me rends compte que je respire? Ah bah non, parce qu'on pense jamais au fait qu'on respire. Ah, du coup, est-ce que maintenant on peut essayer de penser à ça? Au moment où je fais ça, je respire et j'inspire, j'expire. Où est-ce que je respire? Est-ce que ma respiration, je la sens plutôt dans mes narines, dans ma gorge? Est-ce que je la sens plutôt dans mon ventre? Tout ça, ça permet aussi à l'enfant de considérer en fait sa respiration et de la considérer de commencer à l'apprivoiser
pour in fine la considérer comme un véritable allié en fait de sa capacité d'attention, de concentration et encore une fois d'habiter son corps, d'être ce corps, son corps. Là, tu parles de respiration, d'attention sur la respiration. Ça rejoint un petit peu la méditation. Est-ce que c'est des pratiques qui ont des liens? Est-ce que c'est des choses Oui, qui se la rejoignent? méditation, enfin, elle fait partie des, pas des objectifs, mais Des des actes, pratiques? ouais, des D'accord, ouais, actes de la sophrologie. Bon, moi, OK, enfin, je dis pas que je pratique la méditation avec des enfants. C'est pas, d'accord. je le dis pas comme ça en tout cas, mais tout simplement penser à sa respiration, prendre conscience que l'on respire, prendre conscience des différentes phases de la respiration, ça peut s'apprendre dès tout petit pour jamais oublier qu'on respire et pour considérer aussi sa respiration comme un allié, comme quelque chose, comme une capacité qu'on a et qui est vraiment une aide dans des situations où on peut avoir peur, avoir du stress, etc. Savoir se concentrer sur sa respiration, en faire une amie. C'est plus tôt on l'apprend et mieux ça vaut, je pense, pour gagner encore une fois en confiance et en capacité à se sentir bien dans sa peau. Et dans ces ateliers, est-ce que tu as eu un peu des retours de personnes qui t'ont parlé de qu'est-ce que ça avait fait évoluer dans leur relation avec leurs enfants? Ou, toi, est-ce que tu as pu observer vraiment des changements, dans la relation ou chez les personnes ou chez les enfants et Alors moi, ce que je remarque, c'est que dans ces ateliers, il y a beaucoup de joie. Il y a vraiment, c'est des instants joyeux. Il y a beaucoup de rire. Euh, il y a aussi je pense, quelque chose qui se joue quand il y a des fratries, qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est un moment où l'enfant, il est seul avec son parent. Et peut-être que ça peut être intéressant pour un enfant, par exemple si c'est le quatrième, d'avoir un moment dans sa journée où il est, enfin dans sa journée, dans sa semaine, où il est seul avec sa maman à pratiquer un moment de jeu. Parce mmh. que des fois dans les fratries, c'est pas évident d'avoir Oh oui, un puis c'est pas parent. évident pour la maman non plus de Ouais. voilà, de donner le temps, forcément, à un seul, oui, c'est vrai. Et donc c'est un espace, encore une fois, où ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de joie à exprimer librement tant du point de vue corporel qu'émotionnel, qui on est, de se lâcher un peu en fait, à être dans qui je suis, dans un moment voilà, où il n'y a pas de pression de réussite ou de, ou de ce que je voudrais être. Enfin voilà, il y a vraiment simplement je suis ce que je suis avec qui je suis et puis je m'amuse, j'ai du plaisir à être là avec mon enfant et avec d'autres mamans. Et après, oui, il y a des enfants, évidemment, surtout pour les tout petits, les petites, les 3-5 ans, qui, au fur et à mesure des ateliers, vont vraiment, enfin, où on peut voir clairement des enfants qui arrivent de plus en plus à se canaliser, en fait, hein, D'accord. à calmer un petit peu l'énergie débordante qu'ils peuvent avoir euh, au départ, quand il y a voilà, encore beaucoup d'agitation, etc. Et petit à petit, par justement ce cadre, cette ritualisation des exercices, ce climat aussi de bienveillance, de confiance, de non-jugement, à permettre un peu à tout ça de se poser et comprendre que bah, au lieu de gesticuler dans tous les sens, on peut ralentir le geste, entrer dans quelque chose de plus qualitatif. Euh, et donc, bah, petit à petit, apprendre à se calmer, à se reposer, à se concentrer, et puis évidemment à se détendre aussi, hein, à lâcher cette tension finalement. Et puis les mamans aussi, hein. Il y a des moments où ces moments de relaxation, ils font plaisir aussi aux mamans
parce qu'une heure dans la semaine, elles peuvent s'allonger sur un tapis avec leur enfant, écouter une musique douce, passer un petit moment à se masser, à se caresser, et puis simplement respirer, se détendre, se relaxer. Là, tu as parlé un peu du geste, de la gestuelle. Moi, j'aimerais bien me représenter un peu qu'est-ce que vous faites dans l'atelier? Parce que c'est enfin, voilà, tu as parlé de beaucoup de choses, mais finalement, concrètement, est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de pratiques que vous faites Bah, dans les ateliers? il faudrait que je te mime spontanément. Mais oui, c'est des gestes de tension, de relaxation. On va travailler sur des activités qui vont favoriser, par exemple, différentes marches, différents rythmes, différents moyens de travailler nos équilibres, euh, travailler deux par deux, trois par trois. Je- il y a des tonnes d'exercices qui sont proposés, mais qui vont être en fait un peu inventés au fur et à mesure de la proposition. Par exemple, je ne sais pas si on va travailler sur une thématique de l'étang, on va travailler sur tout l'écosystème des étangs, les grenouilles, les libellules, etc. Puis on va partir de ça pour travailler par exemple la souplesse des épaules avec les ailes, voler comme une libellule, voilà, donc des choses. Finalement, les exercices, en fait, ils mobilisent le corps, le geste, les possibilités du corps et les capacités psychomotrices du corps, mais ils vont être inventés en fait en fonction de la thématique ou Donc de la. forcément, chaque séance mobilise cette partie de créativité chez l'enfant. Bah ouais, c'est parce que moi je le vois comme ça. Enfin, après, D'accord. il y a peut-être d'autres personnes qui vont pratiquer la sophrologie avec des exercices qui vont pas varier, etc. Mais moi, voilà, les objectifs des exercices vont être les mêmes, mais par Mmh. contre, voilà, la modalité, la façon dont on va amener l'enfant à vivre cet exercice, elle va être différente parce que en fonction du thème, de l'histoire, du jeu, du rituel, etc., de ce qui leur plaît aussi, parce qu'il y a des fois des enfants qui sont plus sensibles à des sujets. On va partir sur ce sujet-là et donc créer un univers autour de ce sujet-là. Et cette expérience de passer par la créativité, est-ce que c'est vraiment important dans le développement de l'enfant? Qu'est-ce que ça, s je veux dire, qu'est-ce que ça fait comme base finalement, dans le développement général, d'un enfant, Bah, alors, la créativité, tu veux dire quand c'est Quand moi. on va mobiliser cet imaginaire, qu'on va rechercher, voilà, à créer son univers finalement, hem Bah, déjà, ça lui permet d'accéder toute une symbolique aussi du monde des choses, enfin, mmh de conceptualiser un monde qui n'existe pas, mais qu'il va pouvoir créer, inventer par lui-même. Et puis, ça va lui permettre aussi de se rendre créateur, enfin, de partir d'une matière vivante, c'est-à-dire ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est son terreau. Et puis, à partir de ça, planter une graine de la créativité pour créer un arbre imaginaire qui lui permet donc de développer toutes ses capacités de création et donc se rendre acteur d'un monde qui va être le sien, le monde qui va être un monde imaginaire, symbolique, qui va lui appartenir, qui va être le monde de ses rêves. Et ça va quand même, il me semble, moi, lui permettre de s'engager dans le fait de désirer des choses, d'aller plutôt vers ça plutôt que vers ça, le fait de faire des choix ensuite par la suite, de se dire bah, c'est plutôt dans ce monde-là que j'ai envie d'évoluer plutôt que dans ce monde-là. Je pense que c'est constitutif de l'identité en fait, le fait d'accord. d'être capable d'élaborer une pensée et de développer, de créer grâce à son imagination, des mondes entiers, des mondes des possibles en fait. Ça fait partie d'ailleurs de la capacité créative des compétences psychosociales qui sont référencées par l'OMS. D'accord.
Donc là, un peu de la trame, tu te bases sur sur ce référentiel? Tu re Oui, 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 complètement, hein, quand tu travailles, tu vas regarder? bah, c'est-à-dire je vais enfin, C'est intégré de toute je vais pas façon? regarder les compétences D'accord, psychosociales, je vais pas axer mes trucs, mais par contre, c'est vrai d'accord. que je me suis rendu compte en faisant de la sophrologie et en pratiquant que les compétences dites psychosociales référencées par l'OMS, elles sont complètement dans les objectifs en fait de la sophrologie, de la pratique de la sophrologie. Donc oui, ça s'articule très bien en fait. Ma capacité à me concentrer sur moi, à apprendre à mieux me connaître pour mieux m'accomplir, pour mieux faire des choix, pour mieux m'inscrire dans la société, eh bien, c'est directement en lien avec ma capacité à reconnaître les compétences psychosociales que j'ai et à les développer. Parce qu'on les a toutes, mais on ne les développe pas forcément toutes. Est-ce que tu travailles aussi avec des adolescents? Oui, ouais, ouais, on travaille aussi avec des adolescents au collège et hors cadre scolaire aussi. On fait des projets avec des adolescents. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Parce que comme ils sont enfin, dans un regard d'eux-mêmes, heu, différent que les petits, on va dire, et puis, Ouais, plus centrés sur eux-mêmes à cette période, est-ce qu'ils arrivent à expérimenter, à aller dans le corps, à dépasser, le regard ouais, de l'autre? ouais. Est-ce que ça les met en difficulté, ou au contraire, ils arrivent à rentrer dans ces jeux, dans Alors on pratique pas du tout de la même manière, moi je pratique mmh pas du tout de la même manière avec les adolescents. On fait beaucoup moins, d'exercices ludiques. Hem, on fait aussi des jeux, des activités, mais voilà, où on va mettre moins en jeu le corps et évidemment beaucoup moins, tout ce qui est, jeux d'imitation et cetera. En revanche, oui, moi j'ai quand même des très bons retours d'adolescents, pour qui le fait de faire une pause de relaxation, ça leur fait énormément du bien. C'est, le fait d'avoir un moment dans la semaine où, bah, on les autorise à se mettre sur une chaise, à rien faire d'autre qu'à se concentrer sur leur respiration, sans aucune idée, de réussir ou pas l'exercice, puisque ça, c'est vraiment quelque chose, qu'on n'a pas en sophrologie, hein. Il y a pas de bonne ou de mauvaise séance en sophrologie, hein. Quelle que soit la séance que j'effectue, quelle que soit ma façon, d'arriver à me concentrer ou pas, d'arriver à faire taire mes pensées parasites ou pas, et cetera. De toute façon, c'est une séance, réussie, puisque c'est la mienne et que c'est celle que je fais aujourd'hui. Donc voilà, j'ai de bons retours de la part des d'adolescents qui participent à des ateliers, ne serait-ce que par rapport au fait que, bah, une fois par semaine, ils aient la possibilité comme ça, de lâcher avec, les attendus. Mmh. Bah, et Avec c'est les adolescents se sentent un peu sous pression, en tout cas ceux que tu reçois, ouais. de Bah, oui, oui. social, de Oui, oui, c'est ça. réussite? C'est que c'est D'accord. en fait, ce que je vois, c'est, beaucoup d'adolescents qui sont sous pression, comme tu dis, diverses et variées. C'est-à-dire la pression familiale, de réussir à l'école, la pression sociale d'être populaire, la pression, des profs, parce qu'il faut, voilà, travailler, le rythme aussi, hein, le rythme soutenu quand même, hein, des adolescents, et puis là, tout d'un coup, bah, je fais une pause. Je fais une pause où on me demande rien d'autre que de me concentrer sur moi et de respirer, d'apprendre à m'évader, à mettre mes pensées un peu, foisonnantes, sur le mode pause et de lâcher avec le regard des autres. Tout ça, ça n'a plus d'importance. Comme si je me mettais dans ma bulle pendant ce temps-là et ça leur fait beaucoup de bien. Du coup, ils adhèrent, ils rentrent facilement dans la démarche? Bah, ceux que j'ai en tout cas, après D'accord. parce que je j'ai pas fait de sondage, mais D'accord, ouais, ouais. Non, mais tu le ah verrais si, voilà, quelqu'un qui a pas envie oui, on a aussi, hein. d'élaborer sur ses émotions, voilà, de faire, Ah bah, ça, c'est pas la même chose, hein. Ça, c'est la ouais, deuxième partie, c'est oui. ensuite parler de ce qu'on a Mmh. vécu, et tout ça, ça c'est encore un autre sujet.
Mais déjà, le sujet de la relaxation, du moment où je m'accorde cette de pause, ça c'est vrai que j'ai de très bons retours. Après, leur capacité à parler de ce qu'ils ont ressenti, de comment ça s'est passé à l'intérieur de moi, de mettre des mots sur tout ça, etc. Ça, c'est moins évident pour eux parce que il y a beaucoup de pudeur déjà à l'âge adolescent. Parce qu'à l'adolescence, pour un adolescent qui n'a jamais pratiqué ça pendant l'enfance, qui n'est pas non plus dans une culture familiale où on parle de ses émotions, c'est complètement nouveau pour lui de parler de tout ça, donc c'est pas évident non plus. Les adolescents viennent pas avec leurs parents, on est d'accord? Non, 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 les Non, adolescents, d'accord. je les ai en séance individuelle ou collective, dans le cadre scolaire ou hors cadre scolaire. C'est pas... Mais c'est entre adolescents. C'est pas avec leurs parents. Et là, tu parles du cadre scolaire, d'une façon générale, c'est bien reçu par les enseignants? Ils sont favorables à ce genre de pratique? Il y a une demande? Pour les enseignants avec lesquels je travaille, oui. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont tous favorables à ça. Pareil, je n'ai pas fait de sondage par rapport à ça, mais en tout cas, pour ceux avec qui je travaille, oui, il y a un Ils y voient un bénéfice pour leurs élèves? bénéfice pour leurs élèves, ouais. Et les équipes éducatives aussi, les CPE, les chefs d'établissement. Alors j'ai une personne qui aimerait, poser une question. Heu, Hélène, est-ce que tu veux, allumer ton micro? Je la tutoie, je la connais. Oui, j'allume mon micro. Justement, j'avais une question par rapport à cet accueil des pratiques, en collectif. Je me demandais, est-ce que le fait de faire ces ateliers de manière collective, chez les ados justement, est-ce que c'est pas un frein pour eux? Parce que, finalement, bon, la relaxation et tout ça, je comprends parfaitement que ça puisse être très bénéfique pour eux, mais est-ce que le fait d'être finalement avec les autres et d'avoir quand même le regard des autres, est-ce que c'est pas un frein à ces voilà, à cette pratique? Alors, merci pour cette question. Ça peut être un frein quand c'est des pratiques collectives contraintes. C'est-à-dire que, évidemment, si on les oblige à aller à un cours de sophro, voilà, enfin, de 10 à 12 à la place d'histoire, vous aurez sophro aujourd'hui, et donc je vais en classe et je leur propose une séance de sophrologie. Ça peut, à mon avis, être gênant pour eux. Pour certains du moins. Et donc, ça peut être un frein. En revanche, dans les ateliers que je conduis au sein du collège où je suis, c'est des ateliers qui sont basés sur la, la volonté de chaque élève. Donc, en fait, ils viennent à l'atelier, ils savent que c'est un atelier collectif. Et par conséquent, je pense que là, il n'y a pas trop le frein du groupe parce qu'ils sont OK, en fait, dès le départ pour venir participer en groupe. C'est pas la classe complète C'est finalement, pas du c'est tout la ceux classe qui complète, c'est non, non, sûr. non. D'accord. Moi, j'ai limité les ateliers à 8 élèves, donc on n'est jamais plus de 8. Et alors, ils se connaissent pas forcément, mais c'est vrai que aussi ça fait partie ça de de mes objectifs, c'est que je les invite d'abord à installer un climat vraiment au sein de l'atelier. Donc, on travaille aussi beaucoup sur toutes ces questions d'abord de qui je suis, je me présente, je dis un peu de moi, je raconte un peu de moi. J'ai des jeux qui permettent de faire ça. J'installe un cadre en fait dans lequel la bienveillance, l'empathie, le respect, l'entraide sont vraiment fondamentaux. Et du coup, ces conditions, je dirais, de climat en fait de bienveillance, je pense, permettent une relaxation possible et une détente possible. Mais c'est vrai que se lancer dans la relaxation dans un groupe classe sans avoir créé de climat favorable à ça, ce serait un sacré défi à l'âge adolescent. Et les plus jeunes, par contre, là, tu interviens dans la classe complète aussi? Alors, les plus jeunes, quand j'interviens en classe, je les prends en demi-groupe en général, c'est-à-dire qu'on fait maximum 15 sur des classes de 30. Je fais des groupes de 15 élèves. D'accord. Et Mais non, je ne les prends plus pas 30 petits élèves. n'ont pas les mêmes, problématiques, on va dire, que les Non, ados? non.
Ou bien vers 10 ans, ils commencent aussi à avoir cette question de regard ou pas forcément? Oui, sûrement, quand même, c'est vrai que ça commence sûrement autour de 10 11 ans, mais quand même jusqu'au CM2, il y a beaucoup de liberté à être qui je suis, à raconter qui je suis, à jouer beaucoup. On reste encore dans quelque chose de très léger quand même jusqu'au CM2. Mais c'est vrai qu'à partir de la sixième, le regard de l'autre pèse lourd. Mm. Mmh. Alors, il reste vraiment, quelques minutes. Est-ce que, tu aimerais nous dire 2 mots pour conclure? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas pu aborder ou qu'on n'a pas encore, enfin voilà, dont on n'a pas parlé? Hem Sûrement, parce que le sujet est vaste, il y aurait beaucoup à dire, mais bah, en fait, c'est vrai que moi, je pense que le mot qui permettrait de conclure, ces pratiques-là, cette sophrologie ludique, cette façon de permettre aux enfants de prendre des moments de pause, aux mamans, aux enfants, aux adolescents, pour apprendre à plonger en soi, euh, dans du silence, dans un moment qui n'est que pour nous, sans aucune pression de résultat. C'est c'est des moments de liberté, en fait. C'est des moments de liberté qu'on peut s'accorder, qu'on peut ritualiser, qui sont des moments où finalement on peut aller chercher en nous ces forces, ces ressources, qui nous permettent de nous calmer, qui nous permettent de nous, pas forcément de répondre à nos questions, parce qu'on n'a pas forcément de réponse, mais en tout cas, on n'a pas forcément de réponse au pourquoi je suis comme ça, mais on a des réponses au comment je peux faire pour me sentir mieux. Parce qu'à l'intérieur de nous réside un tas de choses, un tas de ressources, de capacités qu'on a tendance à plus voir à force de poser des jugements sur nous. Et, euh, et donc, dans ces moments d'introspection, on lâche un peu avec ces jugements, ces a priori sur nous-mêmes, ces préjugés sur nous-mêmes. On s'accorde juste un moment de respiration, de liberté à être qui on est, y compris avec nos boulets, avec nos stress, avec notre complexité. Et ben, ces moments de détente, en fait, ils permettent juste d'intégrer ces capacités-là, de s'auto, en fait, faire du bien, de s'auto-calmer, de s'auto-relaxer, de, de réussir à se vivre un peu plus libre, euh, d'être qui l'on est, avec notre complexité, avec nos forces, avec nos faiblesses. Et, euh, et quand on prend conscience de ça, de ce dont on est doté, ben, en fait, cette sophrologie, in fine, elle permet de renforcer la confiance en nous, l'estime de nous. A fortiori quand on le fait avec sa maman, parce que les parents, clairement, le regard de nos parents, c'est fondamental dans la constitution de l'estime de soi. Donc, pour qui veut gagner confiance en soi, en estime de soi, c'est intéressant d'aller de ce côté-là. Et en tant que parent, si on se dit: «Ben, j'aimerais, faire des ateliers avec mon enfant», qu'est-ce qu'on va rechercher? Qu'est-ce qu'on va espérer? C'est vraiment le développement de la relation, de l'empathie, de Oui, quelle c'est serait ça. la Et finalité? en tant que parent, ce serait aussi s'accorder cet instant d'amour, de complicité avec son enfant, d'attention soutenue dans l'acte que je suis en train de poser avec lui, dans l'activité que je suis en train de poser avec lui et dans ce moment de partage que je suis en train de vivre avec lui. Et ces moments-là, répétés, vont constituer un socle de relations qui sera fondamental pour son développement. Donc ça n'arrête 5 minutes d'être perdu avec le rythme du quotidien et à suivre Ouais. Mm. voilà, tout ce qu'on a à faire vite, à être à l'heure, et C'est ça. avoir des temps Ouais. dédiés vraiment,
d'attention, Mm. d'échange. Tout à fait. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci Merci beaucoup. beaucoup Claire-Lise. Merci d'avoir, pris le temps pour cet échange, autour de la sophrologie ludique. Hem, donc, c'était un webinaire organisé par le réseau Canopé. Je remercie nos partenaires, la CAF, de Corse et le magazine Femina Corse Matin. C'était le dernier webinaire de l'Instant Parent pour cette année. Donc merci aussi à Mélissa qui assure la technique et qui, va se charger de la rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire. Elle vous a mis le lien, dans les commentaires et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup Claire-Lise. Merci, bonne soirée. Bonne Merci, bonsoir. soirée, bonsoir à tous. Au Au revoir. revoir.